Mes parents m'ont traîné en justice pour avoir acheté une maison. Sans blague. Après 12 ans de travail acharné et d'économie sur chaque centime, j'ai finalement acheté ma première maison. Et ma récompense? Une assignation à comparaître de mes propres parents affirmant que je leur devais 500 000 $. Je m'appelle Rebecca Mitchell et j'ai 32 ans. Après 12 ans de travail acharné, à économiser chaque centime et à tout sacrifier, j'ai enfin réalisé mon rêve d'acheter ma première maison. Ma récompense? Une assignation à comparaître de mes propres parents. Ils affirmaient que je leur devais 500 000 $ pour une maison qui aurait dû être l'héritage de mon frère. La trahison a été plus profonde que n'importe quel coup de couteau. Je n'aurais jamais imaginé que les personnes qui m'ont donné la vie essaieraient de m'enlever tout ce pour quoi j'avais travaillé. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous la regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement pour me rejoindre dans cette folle histoire de trahison familiale qui a changé ma vie pour toujours. En grandissant dans la classe moyenne de la banlieue de Cleveland, j'ai toujours su quelle était ma place dans la hiérarchie familiale. Mon frère Thomas était l'enfant prodige, le centre de l'univers de mes parents, tandis que j'étais la pensée après coup, celle sur qui on pouvait compter. Notre modeste maison à 2 étages sur Maple Street était tapissée des trophées sportifs et des certificats académiques de Thomas, bien que la plupart d'entre eux ne fussent que des prix de participation. Mes bulletins scolaires avec d'excellentes notes finissaient généralement dans la poubelle de recyclage. Thomas avait 3 ans de plus que moi et, dès son plus jeune âge, il a appris qu'il n'aurait jamais à faire face aux conséquences de ses actes. Lorsqu'il a accidenté sa première voiture à 16 ans, mes parents lui en ont immédiatement acheté une autre. Quand j'ai eu 16 ans, on m'a dit que je devais économiser pour acheter mon propre véhicule. Au moment de l'obtention de mon diplôme d'études secondaires, j'avais économisé suffisamment grâce à mes emplois à temps partiel à la bibliothèque locale et au babysitting le week-end pour acheter une Honda d'occasion avec 150 000 miles au compteur. Rebecca, tu dois apprendre la valeur du travail acharné. Disait mon père, la voix sévère mais pas méchante. C'est le même discours qu'il m'a tenu lorsque j'ai demandé de l'aide pour mes inscriptions à l'université. Pendant ce temps, Thomas en était à son 3e changement de spécialité dans une université privée entièrement financée par mes parents. Je me souviens encore de la nuit où j'ai reçu ma lettre de bourse de l'Université d'État de l'Ohio. J'ai couru en bas, agitant le papier avec enthousiasme, pour trouver mes parents en train de consoler Thomas pour sa dernière mise à l'épreuve académique. Pas maintenant, Rebecca, a dit ma mère, en me regardant à peine. Ton frère traverse une période difficile. Thomas m'a lancé un regard suffisant par-dessus l'épaule de ma mère. Je me suis retiré dans ma chambre et j'ai célébré cela toute seule. L'université était un tourbillon de cours, de séances de révision et d'emploi. Alors que mes camarades profitaient pleinement de l'expérience universitaire, je jonglais entre le service aux tables dans un restaurant du campus le week-end, des quarts de travail dans un magasin de vêtements et un poste d'étudiante salariée dans le laboratoire informatique. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre, mais j'étais déterminé à obtenir mon diplôme sans dette. L'industrie de la technologie n'était pas vraiment accueillante pour les femmes quand j'ai obtenu mon diplôme, surtout pour celles qui n'avaient pas de relation. J'ai envoyé des centaines de candidatures avant de décrocher un poste de premier échelon dans une petite entreprise de logiciels. Le salaire suffisait à peine à couvrir mes dépenses, mais c'était un pied dans la porte. Je travaillais 2 fois plus dur que mes collègues masculins, je restais tard tous les soirs et je me portais volontaire pour les projets dont personne ne voulait. Mon appartement était un minuscule studio dans un quartier peu recommandable, mais le loyer était bon marché. Je l'ai partagé avec une succession de colocataires pour réduire encore les coûts. Les nouilles instantanées sont devenues à la fois mon petit déjeuner et mon dîner la plupart du temps. Les transports en commun étaient ma seule option, ce qui ajoutait 3 heures à mon trajet quotidien. Chaque centime économisé allait directement dans mon fonds pour la maison. Pendant ce temps, Thomas passait d'un emploi à l'autre, ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit. Chaque fois qu'il était renvoyé, mes parents payaient son loyer et ses factures jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de nouveau. Quand il a décidé de lancer une entreprise de bière artisanale qui n'a jamais produit une seule bouteille, ils lui ont donné 20 000 $ de capital de départ qui ont disparu en quelques mois. Ton frère se cherche, a expliqué ma mère lorsque j'ai exprimé mon inquiétude quant à leur comportement complaisant. Tout le monde ne peut pas être aussi naturellement discipliné que toi, Rebecca. Tel était le modèle. Les échecs de Thomas étaient toujours accueillis avec soutien et compréhension, tandis que mes succès étaient attendus et considérés comme banals. Lorsque j'ai reçu ma première promotion après 3 ans de semaine de travail de 60 heures, j'ai appelé mes parents avec enthousiasme.
C'est bien, ma chérie, a dit ma mère d'un ton distrait. T'avons-nous dit que Thomas envisage de faire des études de droit? Au fil des ans, j'ai gravi les échelons de l'entreprise lentement mais sûrement. Chaque promotion apportait une petite augmentation et chaque augmentation signifiait plus d'argent dans mon fonds pour la maison. Je suivais mes économies de manière obsessionnelle, regardant les chiffres augmenter centime par centime. Mes amis se sont mariés, ont eu des enfants, ont pris des vacances exotiques. Je refusais les invitations au mariage parce que je ne pouvais pas m'offrir de cadeaux ni payer les frais de voyage. Les célébrations d'anniversaire se résumaient à un seul verre au prix des heures de réduction. L'accession à la propriété est devenue plus qu'un objectif financier. C'était la preuve que j'avais de l'importance, que mes sacrifices signifiaient quelque chose. Même si mes parents continuaient à combler Thomas de soutien financier bien après ses 30 ans, je ne leur ai jamais demandé d'aide. Pas quand ma voiture est tombée en panne et que j'ai dû aller au travail à pied pendant 3 mois. Pas quand j'ai eu besoin d'une opération dentaire d'urgence que l'assurance ne couvrait pas. Pas quand une colocataire a disparu, me laissant couvrir la totalité du loyer pendant 2 mois. En y repensant, les signes avant-coureurs ont toujours été là. Lorsque j'ai mentionné ma recherche de maison lors d'un dîner de famille, mon père a froncé les sourcils. Ne serait-il pas plus logique d'attendre, les prix de l'immobilier pourraient baisser? Lorsque j'ai montré à ma mère des photos des propriétés que j'envisageais, elle a souligné chaque défaut possible. Cette cuisine est tellement démodée. Ce quartier n'est pas très agréable. Mais j'étais tellement habitué à leur réaction tiède face à mes réalisations que je n'ai pas reconnu leur désapprobation pour ce qu'elle était vraiment. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils passeraient d'une désapprobation passive à un sabotage actif, mais c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai enfin réalisé le rêve pour lequel je travaillais depuis 12 longues années. Après 12 ans d'économie disciplinée, j'ai enfin atteint mon objectif, $100 000 pour un acompte. Sur le marché immobilier de Cleveland, c'était suffisant pour obtenir une modeste première maison dans un quartier convenable. Je me souviens du jour où mon compte d'épargne a atteint les 6 chiffres. J'étais au travail en train de vérifier mon compte bancaire pendant la pause déjeuner quand je l'ai vu, $100 023,45. Je me suis enfermé dans les toilettes et j'ai pleuré pendant 10 minutes d'affilée. Le moment n'était pas idéal. Le marché était en ébullition, les propriétés se vendant quelques jours après leur mise sur le marché, souvent au-dessus du prix demandé. J'ai passé mes week-ends à conduire d'une journée portes ouvertes à une autre, voyant déception après déception me glisser entre les doigts. Les guerres d'enchères ont poussé les prix bien au-delà de mon budget. Des maisons présentant de graves problèmes structurels se vendaient à des prix exorbitants. Vous devez être réaliste quant à ce que vous pouvez vous permettre, a conseillé mon agent immobilier, Julia, après ma 5e offre rejetée. Envisagez peut-être de chercher dans d'autres quartiers ou des maisons de ville au lieu de maisons unifamiliales. J'ai élargi ma recherche et ajusté mes attentes. Au lieu de la maison de 3 chambres avec cour dont j'avais rêvé, j'ai commencé à chercher des maisons de 2 chambres et même des appartements en copropriété. J'ai calculé et recalculé mon budget en essayant de trouver quelques milliers de dollars supplémentaires pour mon offre. Puis, par un dimanche après-midi pluvieux d'avril, Julia a appelé. Il y a une propriété qui vient d'arriver sur le marché. A-t-elle dit, la voix excitée. Les propriétaires déménagent pour le travail et doivent vendre rapidement. C'est dans votre budget, mais nous devons faire vite. La maison n'était pas parfaite. Construite en 1962, elle avait besoin d'être modernisée et avait une cour plus petite que ce que je voulais, mais elle était dans un quartier sûr avec de bonnes écoles, avait 2 chambres et une salle de bain et demie, et surtout, je pouvais me l'offrir. Nous avons soumis une offre ce soir-là, légèrement en dessous du prix demandé mais avec des conditions minimales. J'ai à peine dormi cette nuit-là, vérifiant mon téléphone toutes les heures pour avoir des nouvelles. L'appel est arrivé à 6h30 le lendemain matin. Ils ont accepté, a presque crié Julia. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse, d'inspection et d'anxiété. Chaque fois que le téléphone sonnait, je m'attendais à de mauvaises nouvelles. Le financement avait échoué, l'inspection avait révélé des problèmes majeurs, les vendeurs avaient changé d'avis, mais d'une manière ou d'une autre, tout s'est bien passé. Le 15 mai, je me suis assise à la table de signature avec les mains tremblantes alors que je signais document après document. Félicitations, propriétaire, a dit l'agent chargé de la clôture en me tendant les clés. Je les ai serrées si fort qu'elles ont laissé des empreintes sur ma paume. J'ai conduit directement jusqu'à ma nouvelle maison, et je me suis assise dans le salon vide, les clés à la main, en essayant d'assimiler que c'était réel.
Le soleil de l'après-midi pénétrait par les fenêtres, illuminant les planchers de bois franc et raflés et les murs légèrement délavés. Pour moi, cela ressemblait au paradis. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle. Devinez quoi? J'ai conclu l'achat de la maison aujourd'hui. Je suis officiellement propriétaire. Il y a eu une pause avant que ma mère ne réponde. Oh, nous pensions que tu cherchais encore. Tu n'as jamais mentionné avoir fait une offre. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines, maman. Tu te souviens que je t'ai envoyé des photos? Eh bien, j'espère que tu as demandé à l'inspecteur de vérifier attentivement les fondations. Ces vieilles maisons peuvent avoir toutes sortes de problèmes, a-t-elle dit, ignorant ma correction. Mon père a pris le téléphone. As-tu obtenu un bon taux d'intérêt? Le marché est assez volatile en ce moment. Pas une seule félicitation. Pas un mot de fierté ou d'enthousiasme. J'ai terminé l'appel en me sentant dégonflé. Mais j'ai refusé de les laisser ternir mon accomplissement. C'était mon moment, l'aboutissement de 12 ans de sacrifice et de détermination. Les semaines suivantes ont été consacrées au déménagement et à l'aménagement de ma nouvelle maison. Je ne pouvais pas m'offrir de nouveaux meubles, alors j'ai parcouru les magasins d'occasion et les marchés en ligne à la recherche de bonnes affaires. J'ai peint les murs moi-même, en apprenant grâce à des tutoriels sur YouTube. Chaque soir après le travail et chaque week-end ont été passés à faire des améliorations, à installer des ventilateurs de plafond, à refaire la finition des armoires de cuisine, à poser du nouveau carrelage dans la salle de bain. 1 mois après avoir emménagé, j'ai invité ma famille à dîner. J'ai passé toute la journée à nettoyer et à cuisiner, voulant que tout soit parfait. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard, avec Thomas à la traîne derrière mes parents, l'air de s'ennuyer. C'est plus petit que ce que ça en avait l'air sur les photos, a dit ma mère en entrant dans le salon. Le quartier a changé depuis que nous cherchions une maison à l'époque, a ajouté mon père. C'était plus exclusif avant. Thomas a erré dans la maison, ouvrant les placards et les armoires sans demander. La plomberie a l'air vieille, a-t-il commenté en tirant la chasse d'eau sans raison. Ça va probablement te poser des problèmes. Tout au long du dîner, mes parents m'ont bombardé de questions sur les conditions de l'hypothèque, les impôts fonciers et les coûts d'assurance, comme s'ils cherchaient la preuve que j'avais pris une mauvaise décision financière. Thomas a à peine parlé, faisant défiler l'écran de son téléphone entre les bouchées. Au moment de partir, ma mère s'est arrêtée à la porte. C'est une belle première maison, je suppose. Bien sûr, tu voudras quelque chose de plus grand un jour, quand tu auras une famille. Le fait que j'ai 32 ans et que je sois célibataire. En grande partie parce que j'avais été trop concentré sur ma carrière et sur les économies pour cette maison pour avoir des relations sérieuses, a été ignoré. Merci d'être venu, ai-je dit d'un ton raide, retenant mes larmes jusqu'à ce que leur voiture s'éloigne du trottoir. Malgré leur réaction, j'étais fier de moi. Chaque matin, je me réveillais dans ma propre maison, dans une chambre que j'avais peinte moi-même, sous un ventilateur de plafond que j'avais installé de mes propres mains. Aucun propriétaire ne pouvait augmenter le loyer ou décider de ne pas renouveler mon bail. C'était à moi. Gagné par des années de sacrifice et de travail acharné. Je n'avais aucune idée que mes parents complotaient déjà pour tout m'enlever. C'était un mardi ordinaire, 8 semaines après mon emménagement dans ma nouvelle maison. Je travaillais à domicile ce jour-là, répondant aux courriers électroniques à la table de ma cuisine tout en sirotant du café dans ma tasse préférée. La sonnette a retenti juste après 10 heures. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une livraison de colis, j'ai donc été surprise de voir un homme en costume debout sur mon porche. « Rebecca Mitchell ?» a-t-il demandé de manière formelle. « Oui, c'est moi. C'est pour vous. » Il m'a tendu une épaisse enveloppe et s'est éloigné sans un mot de plus. Confuse, je l'ai ouverte en retournant vers la cuisine. La terminologie juridique était confuse au début, mais certaines phrases m'ont sauté aux yeux, plainte, assignation, date d'audience et, le plus choquant, les noms des plaignants, Harold et Linda Mitchell, mes parents. Ma tasse de café a glissé de ma main, se brisant sur le carrelage alors que je m'effondrais sur une chaise en essayant de donner un sens au document. Selon la plainte, mes parents affirmaient que je leur devais 500 000 $, soit plus du double de ce que j'avais payé pour ma maison. Leur demande était bizarre et alambiquée. Ils alléguaient que l'argent de la famille qui avait été destiné à Thomas avait été d'une manière ou d'une autre détourné par moi pour acheter ma maison. Ils affirmaient que j'avais toujours su que le soutien financier de la famille était destiné à aider ultimement Thomas à acheter une maison, et qu'en achetant une moi-même, j'avais volé son opportunité.
J'ai lu le document 5 fois, espérant à chaque fois que les mots se réorganiseraient en quelque chose de logique. Ce n'a pas été le cas. Il n'y avait pas d'argent de la famille. J'avais économisé chaque centime moi-même, en cumulant plusieurs emplois et en me sacrifiant pendant plus d'une décennie. Mes parents ne m'avaient jamais apporté de soutien financier pour la maison ni pour quoi que ce soit depuis mon départ pour l'université. Les mains tremblantes, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix froide et sereine. Je viens de recevoir des documents juridiques, ai-je dit, la voix dépassant à peine un murmure, de toi et de papa. Est-ce une sorte d'erreur ? Pas d'erreur, Rebecca a-t-elle répondu calmement. Nous espérions que nous n'en arriverions pas là, mais tu ne nous as pas laissé le choix. Je ne vous ai pas laissé le choix, maman ? De quoi parles-tu ? J'ai acheté une maison avec mon propre argent. De l'argent que tu n'as pu économiser que parce que nous t'avons soutenu pendant toutes ces années. A-t-elle rétorqué. Et tu savais que cette maison était destinée à Thomas. Quoi ? Je n'ai jamais rien su de tel. Tu n'as jamais parlé d'acheter une maison à Thomas. C'était toujours sous-entendu, a-t-elle dit, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Ton frère a besoin de stabilité. Tu as toujours été l'indépendante. Tu aurais dû nous consulter avant de faire un achat aussi important. La conversation s'est détériorée à partir de là. Ma mère a refusé de reconnaître la réalité, insistant sur cet accord fictif qui n'avait jamais existé. Lorsque j'ai demandé à parler à mon père, elle a dit qu'il était trop bouleversé pour venir au téléphone. Ensuite, j'ai appelé Thomas, espérant qu'il serait aussi confus que moi par tout cela. Il ne l'était pas. Tu dois toujours être la première en tout, n'est-ce pas, Rebecca ? A-t-il dit, la voix dégoulinante de ressentiment. Tu savais que je cherchais à acheter un endroit. Depuis quand ? Aux dernières nouvelles, tu envisageais de déménager dans le Colorado pour lancer une entreprise de location de matériel de ski. Les plans changent. Maman et papa allaient m'aider à acheter une maison ici, et il a fallu que tu interviennes pour me piquer la première maison parfaite sous le nez. Thomas, je n'en avais aucune idée. Et comment le fait que j'achète une maison t'empêcherait-il d'en acheter une aussi ? Il s'est moqué. Tu sais exactement ce que tu as fait. J'ai raccroché, l'esprit en ébullition. D'une manière ou d'une autre, dans la réalité tordue de ma famille, ma réussite était devenue une trahison. Mon indépendance était devenue un acte de vol. Au cours des jours suivants, la situation s'est encore détériorée. Des membres de la famille élargie ont commencé à appeler, certains confus, d'autres accusateurs. Apparemment, mes parents disaient aux gens qu'ils économisaient de l'argent depuis des années pour aider Thomas à acheter sa première maison, spécifiquement la maison même que j'avais achetée, et que j'avais en quelque sorte manipulé la situation pour la lui voler. Ma tante Carole a appelé, la voix hésitante. Rebecca, est-il vrai que tu as pris de l'argent à tes parents pour acheter ta maison ? Absolument pas. J'ai économisé chaque centime moi-même. Ils ne m'ont jamais donné un sou. L'histoire n'avait aucun sens. Comment mes parents avaient-ils pu économiser pour une maison spécifique qui n'avait été mise sur le marché qu'il y a 2 mois ? Comment Thomas avait-il pu prévoir de l'acheter alors qu'il parlait de déménager dans le Colorado à Noël dernier ? Rien de tout cela ne tenait debout. Pourtant, mes proches semblaient prêts à croire cette fiction plutôt que la simple vérité, j'avais travaillé dur et j'avais accompli quelque chose par moi-même. À l'approche de la date de l'audience, j'ai reçu des messages de plus en plus hostiles de la part de membres de la famille et même de certains amis de la famille. Les partenaires du club de bridge de ma mère m'ont envoyé des courriers électroniques désapprobateurs. Les amis du bowling de mon père ont fait des déclarations au commérage de la famille sur la déception que j'étais. Thomas a publié des mises à jour vagues mais pointues sur les réseaux sociaux concernant la trahison familiale et les opportunités volées. Je me sentais complètement isolé. La maison qui avait représenté une telle réussite et une telle indépendance me semblait maintenant souillée, un champ de bataille plutôt qu'un sanctuaire. Je me surprenais à vérifier les serrures à plusieurs reprises la nuit, m'attendant à moitié à ce que ma famille se présente et exige d'entrer. J'ai arrêté de répondre au téléphone à moins de reconnaître le numéro. J'ai pris congé du travail parce que je n'arrivais pas à me concentrer, passant des jours assise dans une incrédulité stupéfaite à essayer de comprendre comment mes parents pouvaient me faire ça. La plainte elle-même était sans fondement. Je le savais intellectuellement. Ils n'avaient aucun droit légal sur ma maison ni sur aucun remboursement de ma part, mais les dommages émotionnels étaient dévastateurs. Les personnes qui auraient dû être fières de moi,
qui aurait dû célébrer ma réussite, essayait plutôt de m'en punir, et elle montait toute notre famille élargie contre moi dans le processus. Je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Réalisant que j'avais besoin de l'aide d'un professionnel, j'ai cherché une avocate spécialisée en droit de la famille. Après avoir consulté 3 avocats différents, j'ai choisi Stéphanie Gardner, une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui semblait sincèrement indignée pour moi. C'est l'une des poursuites les plus frivoles que j'ai vues en 20 ans de pratique, a-t-elle dit après avoir examiné les documents. Mais frivole ne veut pas dire inoffensive. Nous devons prendre cela au sérieux. Stéphanie a expliqué que, même si mes parents n'avaient aucune réclamation légale légitime, se défendre contre une action en justice, même sans fondement, nécessitait du temps, de l'argent et de l'énergie émotionnelle. Ils comptent sur le fait que vous céderez sous la pression, a-t-elle expliqué. Ils veulent que vous régliez l'affaire, peut-être que vous leur cédiez la maison, ou que vous contractiez un prêt pour les payer juste pour que cela disparaisse. Ces honoraires s'élevaient à $5 000, de l'argent que je n'avais pas après avoir vidé mes économies pour la compte et les frais de déménagement. J'ai dû faire un retrait de mon compte 401K, ce qui a entraîné des pénalités et des impôts, mais je n'avais pas le choix. Il s'agissait maintenant de protéger tout ce pour quoi j'avais travaillé. Alors que la nouvelle du procès se répandait dans ma famille élargie, les messages devenaient de plus en plus hostiles. Ma cousine Jennifer, qui fut autrefois ma meilleure amie d'enfance, m'a envoyé un message texte. « Comment as-tu pu faire ça à l'oncle Harold et à la tante Linda après tout ce qu'ils ont fait pour toi ?» Mon oncle Richard a laissé un message vocal. « Tes parents sont dévastés, Rebecca. Ils comptaient sur cet argent pour leur retraite. Tu dois arranger ça. » Il semblait que mes parents avaient raconté différentes versions de leur histoire à différentes personnes. À certains, ils affirmaient que l'argent était pour la maison de Thomas. À d'autres, que c'était pour leur retraite. À d'autres encore, que c'était un investissement qu'ils avaient fait en moi et que j'étais obligé de rembourser. La révélation la plus choquante a eu lieu pendant la phase d'enquête, lorsque Stéphanie a demandé des documents prouvant d'éventuels accords financiers entre moi et mes parents. Leur avocat a produit une série de courriers électroniques et de messages textes qui avaient été modifiés et sortis de leur contexte pour suggérer que j'avais accepté d'acheter la maison pour Thomas. Ils sont désespérés, m'a assuré Stéphanie lorsque j'ai paniqué. Ce genre de manipulation de preuves se retournera contre eux au tribunal. Mais la véritable bombe est tombée lors de la déposition de mes parents. Lorsqu'elle a été interrogée directement sur l'accord présumé, ma mère a affirmé qu'il disait à tout le monde depuis des années que Rebecca achetait une maison dans laquelle Thomas vivrait. Donc, vous disiez aux gens que votre fille achetait une maison pour son frère, a clarifié Stéphanie. Oui, a répondu ma mère avec assurance. Tout le monde savait que c'était le plan. Et Rebecca a-t-elle déjà accepté ce plan? Elle n'a pas eu à l'accepter explicitement. C'était sous-entendu. Cela expliquait tellement de choses. Mes parents avaient apparemment tissé un récit dans lequel j'étais la réussite de la famille qui utiliserait ma stabilité financière pour soutenir Thomas. Dans leur version de la réalité, mes accomplissements n'étaient pas les miens. C'étaient des ressources familiales à redistribuer comme mes parents le jugeaient bon, principalement au profit de mon frère. À l'approche de la date du procès, mes parents ont intensifié leur tactique. Ils ont commencé à affirmer qu'ils avaient payé mes études universitaires. Ils n'avaient pas couvert mon loyer pendant les années difficiles. Cela ne s'est jamais produit. Et qu'ils avaient même fourni l'argent initial de mon fonds pour la maison. Complètement faux. Ils ont produit des registres de dépenses qu'ils auraient soi-disant engagés pour moi depuis l'enfance. Tout, des fournitures scolaires aux cadeaux d'anniversaire, tout était méticuleusement comptabilisé comme s'il s'agissait de prêts plutôt que de dépenses parentales normales. La pression a fait des ravages. J'ai développé des crises d'angoisse si graves que je ne pouvais parfois pas quitter la maison. J'ai perdu 15 livres en un mois parce que la nourriture n'avait plus de goût. Le sommeil est devenu insaisissable, avec des cauchemars qui me réveillaient en sursaut quand je parvenais à m'assoupir. Mes performances au travail en ont souffert, mettant en péril l'emploi que j'avais tant travaillé à obtenir. Notre première comparution devant le tribunal était une audience préliminaire pour déterminer si l'affaire était suffisamment fondée pour se poursuivre. J'étais assise à une table avec Stéphanie, tandis que mes parents et leur avocat étaient assis à une autre. Thomas était assis directement derrière eux, souriant d'un air suffisant chaque fois que je regardais dans sa direction. La juge Harriet Simmons, une femme sévère d'une 60aine d'années, a examiné les documents initiaux en fronçant les sourcils de plus en plus profondément. J'ai du mal à comprendre le fondement juridique de cette plainte, a-t-elle dit à l'avocat de mes parents.
vous alléguez un contrat oral, mais vos propres documents indiquent qu'il n'y a jamais eu d'accord explicite. Votre honneur, il s'agissait d'une entente familiale, a soutenu leur avocat. Les plaignants ont fourni un soutien à la défenderesse dans l'attente d'une réciprocité. De quel soutien spécifique parlons-nous, a demandé la juge. Ce qui a suivi était une litanie de responsabilités parentales normales. Il m'avait nourri et habillé quand j'étais enfant, acheté des fournitures scolaires, emmené à des rendez-vous médicaux. Ils ont même répertorié le soutien émotionnel comme une contribution financière. La juge Simons avait l'air de plus en plus sceptique, mais a permis à l'affaire de se poursuivre pour donner à mes parents l'occasion de présenter des preuves de contribution financière réelle spécifiquement liées à l'achat de ma maison. Mais elle a averti leur avocat, je m'attends à voir des preuves documentées de transferts financiers ou des accords explicites. Les ententes familiales ne sont pas des contrats juridiquement contraignants. Alors que nous quittions le palais de justice, un journaliste local s'est approché pour nous interroger sur l'affaire. Mes parents ont volontiers accordé une entrevue se présentant comme les victimes de leur fille ingrate. Le lendemain, un petit article a paru dans le journal local sous le titre Querelle familiale autour des droits de propriété. Il ne nous nommait pas, mais quiconque connaissait notre famille reconnaîtrait la situation. L'exposition publique a ajouté une autre couche d'humiliation. J'ai arrêté d'aller à l'épicerie de mon quartier de peur de tomber sur quelqu'un qui avait lu l'article. J'ai refusé les invitations des rares amis qui n'avaient pas encore pris parti, incapables de faire face à leurs questions ou pire, à leur pitié. Ma maison, qui était autrefois ma plus grande fierté, ressemblait maintenant à une prison. Chaque paiement hypothécaire était un rappel de la bataille qui faisait rage autour de moi. J'ai envisagé d'abandonner, de céder la maison à Thomas juste pour mettre fin au cauchemar. Mais à chaque fois que cette pensée faisait surface, une autre la suivait. Pourquoi devrais-je sacrifier tout ce pourquoi j'avais travaillé à cause du dysfonctionnement de ma famille? Je ne m'étais jamais battu contre le favoritisme de mes parents auparavant. J'avais accepté le traitement inégal, le manque de soutien, l'attente que je réussisse sans aide, tandis que Thomas recevait une assistance sans fin. Mais cette fois, ils étaient allés trop loin. Cette fois, je tiendrai bon. Après 3 mois de bataille juridique, j'ai touché le fond. J'étais assise à mon bureau au travail, fixant l'écran de mon ordinateur d'un regard vide lorsqu'une notification par courrier électronique est apparue. C'était du département des ressources humaines de mon entreprise qui demandait une réunion pour discuter de mes récents problèmes de performance. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai posé ma tête sur mon clavier et j'ai commencé à sangloter de manière incontrôlable. « Rebecca, est-ce que ça va ?» Une main douce a touché mon épaule. C'était Rachel Anderson du département du marketing. Nous avions travaillé sur quelques projets ensemble, mais nous n'étions pas particulièrement proches. « Je vais bien » ai-je réussi à dire en m'essuyant précipitamment les yeux. « Juste des allergies. » « Ce doit être de graves allergies » a-t-elle dit avec scepticisme. « Tu as l'air malheureuse depuis des semaines. Veux-tu en parler ? Je suis plutôt une bonne auditrice. » Quelque chose dans son inquiétude sincère a brisé mon isolement. Avant même de m'en rendre compte, je racontais toute l'histoire dans la salle de conférence vide, de mon enfance en tant qu'enfant la moins favorisée jusqu'au procès actuel. Rachel a écouté sans interruption, son expression passant de la surprise à l'indignation. Quand j'ai eu terminé, elle a secoué la tête avec incrédulité. C'est la chose la plus tordue que j'ai jamais entendue. Et je viens d'une famille avec beaucoup de dysfonctionnements. Je ne sais plus quoi faire, ai-je admis. Je me noie dans les frais de justice. Mon travail est en péril et toute ma famille pense que je suis la méchante. Chaque chose en son temps, a dit Rachel d'un ton décidé. Tu as besoin d'un système de soutien. Personne ne peut traverser quelque chose comme ça seul. Elle a sorti son téléphone et a commencé à taper. Mon frère Daniel travaille à l'aide juridique. Il n'est pas spécialiste en droit de la famille, mais il connaît des gens qui le sont. Il pourra peut-être t'aider avec ton dossier à titre bénévole ou à tarif réduit. J'ai déjà une avocate, ai-je dit. Elle est bonne, mais chère. Alors peut-être qu'il pourra la consulter, offrir des perspectives supplémentaires sans te facturer. Cela vaut la peine de demander. Elle a continué à taper. Et tu viens dîner chez moi ce soir. Pas de discussion. Tu as besoin de manger un vrai repas et de parler à quelqu'un qui ne pense pas que tu es une personne horrible. Ce dîner a été la première fois en plusieurs mois que j'ai ressenti une connexion humaine sans jugement. Le mari de Rachel, Mike, était aussi chaleureux et accueillant qu'elle,
et ils n'ont pas insisté pour avoir des détails, mais m'ont laissé partager ce avec quoi je me sentais à l'aise. J'avais l'estomac plein et le cœur légèrement plus léger. Fidèle à sa parole, Rachel m'a mise en contact avec son frère Daniel qui a proposé d'examiner mes dossiers gratuitement. Après avoir consulté Stéphanie, il a suggéré quelques stratégies supplémentaires pour contrer les affirmations de mes parents. Ils essaient de présenter cela comme une entente familiale et un contrat implicite, a-t-il expliqué. Nous devons démontrer non seulement qu'aucune entente de ce type n'a existé, mais que leur comportement au fil des ans contredit leurs affirmations actuelles. Cela a conduit à une plongée profonde dans mon histoire financière. J'ai déterré de vieux relevés bancaires, des déclarations de revenus, des lettres d'attribution de bourses d'études, des documents de prêts étudiants, tout ce qui pouvait prouver que j'avais financé mes études et subvenu à mes besoins sans l'aide de mes parents. Daniel m'a également suggéré de rejoindre un groupe de soutien pour les personnes victimes d'éloignement familial. Ce n'est pas seulement une bataille juridique, a-t-il dit. C'est aussi une bataille émotionnelle. Tu as besoin de traiter ce qui se passe avec des personnes qui comprennent. Le groupe de soutien en ligne est devenu une bouée de sauvetage. Entendre les histoires d'autres personnes qui avaient été des boucs émissaires, manipulés ou trahis par des membres de leur famille m'a aidé à réaliser que je n'étais pas seul. Plus important encore, cela m'a aidé à reconnaître dans ma dynamique familiale des schémas que j'avais normalisés au fil des ans. Ce que vous décrivez est la dynamique classique de l'enfant prodige et du bouc émissaire, a commenté un membre du groupe après que j'ai partagé mon histoire. Votre frère est l'enfant prodige qui ne peut rien faire de mal, tandis que l'on attend de vous que vous réussissiez sans reconnaissance et que vous souteniez le système familial sans vous plaindre. Une autre étape importante de mon parcours a été de commencer une thérapie. Rachel m'a recommandé sa thérapeute, la docteure Lisa Bennett, qui était spécialisée dans les traumatismes familiaux. Lors de notre première séance, j'ai craqué en essayant de comprendre pourquoi mes parents se retournaient contre moi avec autant de méchanceté. Je ne comprends tout simplement pas, ai-je sangloté. Quel genre de parents poursuivent leur propre enfant en justice pour avoir acheté une maison? Des parents qui considèrent leurs enfants comme des extensions d'eux-mêmes, plutôt que comme des individus indépendants, a suggéré la docteure Bennett. D'après ce que vous avez décrit, vos parents vous considèrent, vous et votre frère, comme des personnages de leur récit, et non comme des personnes distinctes ayant leur propre vie et leurs propres choix. Grâce à la thérapie, j'ai commencé à démêler le réseau complexe d'attentes, de ressentiments et de schémas dysfonctionnels qui avaient défini mes relations familiales. J'ai découvert que mon besoin d'indépendance et de sécurité financière avait été façonné par le manque de soutien que j'avais connu en grandissant. Je ne m'étais jamais attendu à recevoir de l'aide parce que j'avais appris très tôt à ne pas compter sur mes parents. Une avancée décisive s'est produite lorsque la docteure Bennett m'a demandé d'apporter des photos d'enfance et des souvenirs. Parmi les objets que j'ai trouvés dans une vieille boîte de rangement figurait une lettre de l'Université d'État de l'Ohio concernant un petit fonds d'études que mes parents avaient apparemment créé à ma naissance. Je n'avais jamais eu connaissance de ce fonds et n'avais certainement jamais reçu l'argent. C'est intéressant, a dit la docteure Bennett en examinant la lettre. Avez-vous interrogé vos parents sur ce compte? Je ne l'avais pas fait, mais Daniel a suggéré que nous l'incluions dans nos demandes d'enquête. La réponse a été éclairante. Le compte avait été vidé quand j'ai eu 18 ans, mais l'argent avait été transféré à Thomas pour sa première année dans une université privée. Cette découverte en a entraîné d'autres. Avec les conseils de Daniel, nous avons assigné à comparaître les dossiers financiers de mes parents liés aux dépenses d'études. Les documents ont révélé un schéma, les ressources prétendument mises de côté pour les deux enfants avaient été systématiquement redirigées vers Thomas seul. Un fonds d'études à mon nom avait payé sa première année d'université. Un petit héritage de ma grand-mère, qui aurait dû être partagé entre nous, avait été entièrement utilisé pour couvrir les dettes de Thomas. Les preuves les plus accablantes provenaient des archives de messagerie électronique de ma mère, qu'elle était tenue de fournir dans le cadre de l'enquête. Dans un courrier électronique adressé à ma tante 5 ans plus tôt, elle avait écrit « Rebecca s'en sortira très bien toute seule. Elle trouve toujours une solution. Nous devons concentrer nos ressources sur Thomas, qui a besoin de plus de soutien. » Un autre courrier électronique envoyé quelques semaines seulement avant l'achat de ma maison disait « Rebecca a mentionné qu'elle cherche des maisons. Je ne sais pas pourquoi elle est si pressée d'acheter alors que le marché est si compétitif. Nous avons toujours prévu d'aider Thomas à s'installer en premier. » Nulle part dans les documents il n'y avait la moindre indication que l'on attendait de moi que j'achète une maison pour Thomas, ou que de l'argent de la famille m'avait été fourni à cette fin. Au contraire,
Les preuves montraient systématiquement que mes parents n'avaient jamais eu l'intention de m'aider financièrement tout en soutenant continuellement Thomas. Armés de ces preuves, Stéphanie et Daniel m'ont aidé à préparer une demande conventionnelle alléguant l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et demandant que mes frais de justice soient couverts par mes parents. C'était une mesure radicale, qui couperait probablement toute possibilité de réconciliation. Mais j'avais dépassé le stade d'espérer l'harmonie familiale. Maintenant, je voulais juste que justice soit faite et qu'on me laisse tranquille. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, a demandé Stéphanie avant de déposer la demande conventionnelle. Cela va considérablement aggraver le conflit. J'ai pensé à tout ce que j'avais découvert au cours des derniers mois, non seulement les preuves juridiques, mais aussi la compréhension plus profonde des dysfonctionnements de ma famille et de ma place en son sein. J'ai pensé aux années que j'avais passées à chercher une approbation qui ne viendrait jamais, peu importe ce que j'accomplissais. J'en suis sûr, ai-je dit fermement. Il est temps que je me défende. Le jour de l'audience finale est arrivé, 11 mois après que j'avais reçu l'assignation initiale. Le palais de justice était imposant, tout en marbre et en bois sombre, sa solennité ajoutant du poids à une journée déjà lourde. Je portais un tailleur bleu marine classique, les cheveux soigneusement tirés en arrière, essayant de projeter une confiance que je ne ressentais pas entièrement. Rachel était assise dans la galerie derrière moi, un système de soutien silencieux. Mes parents et Thomas étaient assis de l'autre côté de la salle d'audience, ma mère dans une robe modeste qui criait la matrone respectable. Mon père, mal à l'aise dans un costume qui avait l'air neuf. Thomas m'a souri d'un air narquois lorsque nos regards se sont croisés, et j'ai rapidement détourné les yeux. La juge Simon s'est entrée et nous nous sommes tous levés. Elle avait examiné tous les dossiers et les preuves au préalable, son expression ne laissant rien paraître alors qu'elle déclarait la séance ouverte. Avant de commencer, a-t-elle dit, je tiens à clarifier les questions dont est saisi ce tribunal. Les plaignants, Harold et Linda Mitchell, affirment que leur fille, Rebecca Mitchell, leur doit $500 000 sur la base d'une prétendue entente familiale selon laquelle elle achèterait une maison pour son frère, Thomas. La défenderesse nie l'existence d'une telle entente et a déposé une demande conventionnelle pour frais de justice et détresse émotionnelle. Est-ce un résumé exact? Les deux avocats ont confirmé que c'était le cas. Très bien. Plaignant, vous pouvez présenter votre cause. Mon père a été le premier à témoigner. Il a expliqué qu'ils avaient toujours soutenu leurs deux enfants de manière égale, une affirmation contredite par les dossiers financiers, et qu'il y avait eu une entente familiale claire selon laquelle j'aiderais Thomas une fois que je serais établi. Rebecca a toujours su que Thomas avait besoin de plus de soutien, a-t-il dit, la voix se brisant avec ce qui semblait être une véritable émotion. C'était-elle la responsable, celle qui avait réussi? Nous comptions sur elle pour aider son frère à se remettre sur pied. Ma mère a suivi, redoublant d'efforts sur le récit. Nous en avons parlé pendant des années, a-t-elle insisté. Rebecca savait que son succès était une bénédiction pour toute la famille. Nous nous attendions à ce qu'elle aide Thomas à obtenir un foyer stable une fois qu'elle serait en mesure de le faire. Leur avocat a essayé de présenter leurs messages textes et courriers électroniques modifiés, mais Stéphanie s'y est opposée, présentant les versions complètes non modifiées qui racontaient une histoire très différente. La juge Simon a froncé les sourcils en comparant les deux ensembles de documents. Thomas a témoigné ensuite, son arrogance habituelle quelque peu diminuée par le cadre formel. Ma sœur a toujours su que j'allais acheter cette maison, a-t-il affirmé. Maman et papa disaient à tout le monde depuis des années que Rebecca économisait pour que je puisse enfin avoir mon propre chez moi. Le contre-interrogatoire de Stéphanie a été chirurgical. Monsieur Mitchell, votre sœur a-t-elle déjà accepté explicitement de vous acheter une maison? Eh bien, pas avec ces mots exacts, a esquivé Thomas. Vous a-t-elle déjà transféré de l'argent, à vous ou à vos parents, dans le but de vous acheter une maison? Non, mais... Avez-vous déjà visité la propriété en question avant que votre sœur ne l'achète? Non, je n'étais pas au courant avant d'eux. Thomas s'est arrêté brusquement, réalisant son erreur. Avant de quoi, Monsieur Mitchell, a insisté Stéphanie. Jusqu'à ce que mes parents me disent que Rebecca l'avait acheté, a-t-il admis à contre-cœur. Donc, vous n'aviez jamais vu cette maison spécifique, vous n'aviez jamais discuté de cette maison spécifique avec votre sœur et vous ignoriez même qu'elle était sur le marché jusqu'à ce qu'elle l'ait achetée. Pourtant, vous prétendez qu'elle a acheté votre maison. Thomas a lancé un regard noir, mais n'a pas répondu. Quand ce fut à mon tour de témoigner, je me suis senti étonnamment calme. Des mois de thérapie et de réunions de groupe de soutien m'avaient aidé à voir la situation avec clarté.
J'ai économisé pendant 12 ans pour acheter ma maison, ai-je déclaré simplement. Chaque dollar provenait de mes propres revenus. Mes parents n'ont jamais contribué à mon acompte, ne m'ont jamais aidé pour mes études, n'ont jamais fourni de soutien financier pour mon logement à aucun moment de ma vie d'adulte. Il n'y a jamais eu de discussion, implicite ou explicite, selon laquelle j'achèterais une maison pour mon frère. J'ai présenté les documents de mon plan d'épargne, des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers, provenant souvent de plusieurs emplois, des déclarations de revenus confirmant mes sources de revenus, des feuilles de calcul suivant mes progrès vers l'objectif de l'acompte. Quant à l'affirmation selon laquelle j'aurais d'une manière ou d'une autre pris de l'argent destiné à Thomas, je peux seulement dire qu'aucun argent de ce type ne m'est jamais parvenu. Les dossiers financiers montrent que mes parents ont bien ouvert des comptes à mon nom quand j'étais jeune, mais ces fonds ont été redirigés vers Thomas lorsque j'ai atteint l'âge adulte. Au contraire, l'argent qui m'était destiné est allé à mon frère, et non l'inverse. La juge Simons a posé plusieurs questions pointues sur ma relation avec mes parents et mon frère, si on m'avait déjà demandé de contribuer financièrement à l'entretien de Thomas, ce qui n'était pas le cas. Et si mes parents m'avaient déjà dit explicitement qu'ils s'attendaient à ce que je lui fournisse un logement, ce qu'ils n'avaient pas fait. Après avoir entendu tous les témoignages, la juge a demandé une brève suspension de séance pour examiner les preuves une fois de plus. Ces 30 minutes ont été les plus longues de ma vie. Je suis restée assise tranquillement avec Stéphanie et Daniel, trop anxieuse pour parler, tandis qu'à l'autre bout de la pièce, mes parents se concertaient avec leur avocat, jetant parfois un coup d'œil dans ma direction. Lorsque la juge Simons est revenue, son expression était sévère. « J'ai examiné toutes les preuves dans cette affaire et je suis prête à rendre ma décision », a-t-elle annoncé. Cette affaire présente un exemple troublant de dynamique familiale qui a mal tourné. Elle s'est tournée vers mes parents. Monsieur et Madame Mitchell, le tribunal ne trouve absolument aucune preuve d'un quelconque accord, implicite ou explicite, selon lequel votre fille achèterait une maison pour son frère, ou vous rembourserez des dépenses parentales ordinaires. Au contraire, les preuves montrent un modèle de soutien financier dirigé vers votre fils, tandis que votre fille a été laissée à elle-même. Ma mère a commencé à protester, mais la juge l'a fait taire en levant la main. De plus, le tribunal est perturbé par la manipulation apparente des preuves et les fausses déclarations faites aux membres de la famille et à ce tribunal. La plainte contre votre fille ne semble être rien de plus qu'une tentative de contrôler ses décisions financières indépendantes et de rediriger ses ressources vers votre fils. Elle a mélangé ses papiers. La demande des plaignants est rejetée avec préjudice. De plus, le tribunal estime que la demande reconventionnelle de la défenderesse concernant les frais de justice est fondée. Les plaignants rembourseront à la défenderesse tous les frais de justice raisonnables engagés pour se défendre contre cette poursuite frivole. Le visage de mon père a rougi. Ma mère a commencé à pleurer. Thomas fixait le sol. Mademoiselle Mitchell a poursuivi la juge en me regardant directement, bien que le tribunal compatisse à la détresse émotionnelle que vous avez vécue, la demande de dommages et intérêts au-delà des frais de justice est refusée. J'encourage toutes les parties à rechercher des conseils familiaux pour résoudre les problèmes sous-jacents qui ont conduit à cette situation malheureuse. D'un coup sec de son marteau, c'était fini. Après près d'un an de tourmente, d'accusations et de manœuvres juridiques, la vérité avait triomphé. Ma maison était incontestablement la mienne. Mes parents devraient rembourser les milliers que j'avais dépensés pour me défendre contre leurs allégations sans fondement. Pourtant, en me levant pour partir, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune justification, seulement une profonde tristesse pour ce qui ne pourrait jamais être récupéré, l'illusion que mes parents m'aimaient inconditionnellement. Que la famille signifiait soutien et célébration plutôt que compétition et contrôle. Rachel m'a serré dans ses bras alors que nous quittions la salle d'audience. « C'est fini », a-t-elle murmuré. « Tu as gagné. » Mais nous savions toutes les deux ce que j'avais vraiment perdu. La victoire juridique a apporté une résolution, mais pas une conclusion. En rentrant seul du palais de justice, passant devant les pelouses bien entretenues de mon quartier qui avaient autrefois représenté un tel accomplissement, je me sentais vide. J'avais gagné le procès, mais j'avais perdu ma famille. La maison était indéniablement la mienne, mais le foyer que j'avais rêvé de créer me semblait entaché par le conflit. Pendant des semaines, j'ai traversé la vie mécaniquement, allant au travail, rentrant à la maison, mangeant, dormant, répétant le cycle sans joie ni but. Les messages de félicitations de Rachel, de Daniel et des membres de mon groupe de soutien rebondissaient sur moi comme des gouttes de pluie sur une vitre. J'avais passé tellement de temps à me battre que je ne savais plus comment vivre en paix. Un samedi matin, environ un mois après la dernière audience,
j'étais assise sur mon porche arrière avec une tasse de café froid quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai répondu quand même. Rebecca, c'est la tante Marion, la sœur de ta mère. Je me suis tendu immédiatement. La tante Marion avait été manifestement silencieuse tout au long de la bataille juridique. Bonjour, ai-je dit prudemment. Je te dois des excuses, a-t-elle dit d'une voix assurée. J'aurais dû te contacter plus tôt, mais je ne savais pas quoi croire. J'ai parlé à ta mère, lu les documents du tribunal et beaucoup réfléchi. Ce qu'ils t'ont fait était mal, et je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu. Les larmes me sont montées aux yeux. Merci, ai-je murmuré, incapable d'en dire plus. J'ai déjà été brouillé avec ta mère, tu sais, a-t-elle poursuivi. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 8 ans après son mariage avec ton père. Elle a toujours eu cette façon de créer des récits qui servent ses objectifs, peu importe la réalité. C'était une nouvelle pour moi. J'avais toujours supposé que ma famille élargie était aussi unie qu'elle le paraissait lors des réunions de fin d'année. Je ne savais pas cela. Personne n'en parle. Cela fait partie du problème. Le secret de famille est qu'il n'y a pas de vrai secret, juste des histoires que nous avons accepté de ne pas remettre en question. Elle a fait une pause. J'aimerais voir ta maison un de ces jours si tu es d'accord. Pas d'arrière-pensée, pas de politique familiale, juste une tante qui aimerait célébrer la réussite de sa nièce. Cette visite est devenue la première étape de la reconstruction d'une vie au-delà du procès. La tante Marion a apporté une plante d'intérieur en cadeau, quelque chose qui pousse et s'épanouit avec des soins appropriés, comme de nouveaux départs, et a sincèrement admiré les améliorations que j'avais apportées à la maison. Elle a partagé des histoires sur l'enfance de ma mère qui m'ont aidé à comprendre comment les schémas dysfonctionnels de mes parents s'étaient développés, sans pour autant excuser leur comportement envers moi. Plus important encore, elle m'a montré à quoi pouvaient ressembler des relations familiales saines, des relations de soutien sans contrôle, de fierté sans possessivité, d'amour sans tenir de compte. Peu à peu, j'ai commencé à remplir ma maison de nouveaux souvenirs non entachés par le procès. Rachel et Mike sont devenus des invités réguliers à dîner. Mes amis du groupe de soutien venaient prendre un café ou un verre de vin sur la terrasse. J'ai commencé à organiser des réunions mensuelles de clubs de lecture dans mon salon. J'ai repris les projets de rénovation domiciliaire que j'avais abandonnés pendant la bataille juridique, mais avec une perspective différente. Au lieu d'essayer de prouver ma valeur par des projets de rénovation parfaits, j'ai accepté les imperfections. Le dosseret de carrelage légèrement de travers dans la cuisine est devenu un sujet de conversation. La ligne de peinture inégale dans la chambre d'amis est restée non corrigée, un rappel que les humains créent des maisons, pas des machines. Avec les conseils de la Dr Bennett, j'ai surmonté le deuil compliqué de l'éloignement familial. Vous ne pleurez pas seulement la perte de ces relations, a-t-elle expliqué, mais la perte de ce qu'elles auraient dû être, de ce que vous méritiez qu'elles soient. Au fil des mois, j'ai développé de nouvelles traditions de fête pour remplacer les réunions familiales auxquelles je n'assistais plus. Le jour de l'Action de grâce est devenu un repas entre amis chez moi avec Rachel, Mike, Daniel et d'autres personnes apportant des plats et des rires. Le matin de Noël était synonyme de travail bénévole au refuge local, suivi d'une journée portes ouvertes pour les amis qui n'avaient pas de famille à proximité. Les aspects financiers se sont également résolus progressivement. Mes parents ont payé les frais de justice ordonnés par le tribunal, en envoyant un chèque par l'intermédiaire de leur avocat sans aucune note jointe. J'ai utilisé une partie de cet argent pour créer un fonds d'urgence, m'assurant de ne plus jamais avoir à puiser dans mes économies de retraite pour des dépenses imprévues. Le travail s'est stabilisé une fois que le stress du procès a diminué. Mes performances se sont améliorées et j'ai reçu une petite promotion et une augmentation, que j'ai utilisée pour accélérer légèrement mes paiements hypothécaires tout en maintenant une vie équilibrée. 18 mois après la fin de l'affaire judiciaire, j'ai reçu un courrier électronique inattendu de Thomas. J'ai réfléchi, a-t-il écrit. Même si je continue de croire que papa et maman partaient d'une bonne intention, je reconnais que la situation avec la maison a été mal gérée. Je suis désolé pour la part que j'y ai prise. Ce n'était pas une reconnaissance complète du mal causé, mais c'était déjà ça. J'ai répondu brièvement, acceptant ces excuses partielles sans ouvrir la porte à de nouvelles discussions. Mes parents ne m'ont jamais contacté du tout. Grâce à la thérapie et à la réflexion, j'en suis venu à comprendre que le procès avait été le point culminant de la dynamique familiale de toute une vie, et non un incident isolé. Mon indépendance avait toujours menacé le récit de mes parents sur leurs enfants, Thomas comme celui qui était dans le besoin et nécessitait un soutien sans fin, moi comme celle qui était autonome et n'en nécessitait aucun.
En devenant propriétaire sans leur aide, j'avais défié par inadvertance les rôles qu'ils nous avaient assignés. Certaines familles ne peuvent pas tolérer les membres qui ne suivent pas le scénario, a expliqué la Dr Bennett. Votre succès en dehors de leur contrôle leur était intolérable parce qu'ils contredisaient l'histoire qu'ils se racontaient et qu'ils racontaient aux autres. 3 ans après mon emménagement, ma maison est enfin devenue le foyer que j'avais imaginé. Non pas parce que les rénovations étaient terminées, il y aurait toujours des projets à aborder, mais parce que j'avais fait la paix avec son histoire compliquée. Ce n'était plus le champ de bataille d'une guerre familiale, mais la fondation de ma famille choisie, l'incarnation physique de la résilience et de l'autodétermination. Le jour de l'anniversaire de la décision du tribunal, je me suis assise dans le jardin de mon arrière-cour en regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'or. Les fleurs que j'avais plantées s'épanouissaient dans les carrés potagers, promettant des récoltes estivales. À l'intérieur, la vaisselle du dîner entre amis était toujours dans l'évier, un joyeux rappel de connexion plutôt qu'une corvée à expédier. J'avais appris de dures leçons tout au long de ce voyage, que la famille se définit par le comportement, et non par le sang, que l'indépendance peut être à la fois un bouclier et un pont, que se défendre n'est pas égoïste, mais nécessaire. Que les foyers se construisent avec plus que de l'argent et des matériaux, ils se construisent avec des limites, du courage et du respect de soi. Plus important encore, j'avais appris que même si nous ne pouvons pas choisir la famille dans laquelle nous naissons, nous pouvons choisir la famille que nous créons grâce à l'amitié, au soutien mutuel et aux valeurs partagées. Ma maison était devenue plus qu'une propriété. C'était la preuve tangible que j'étais digne d'occuper une place dans le monde selon mes propres conditions. Si vous avez déjà eu à tenir tête à une famille qui ne soutenait pas votre réussite, j'aimerais lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous géré la situation? Qu'avez-vous appris? S'il vous plaît, aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous pour d'autres histoires vécues sur la façon de surmonter les défis familiaux, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite de revendiquer ses réussites sans culpabilité. Merci de vous être joint à moi dans ce voyage, et rappelez-vous, la famille que vous choisissez est tout aussi réelle que la famille dans laquelle vous êtes né.